un élargissement, on va dire, du groupe de travail. Et une deuxième réunion a été organisée en fin d'année 2018, au cours de laquelle le montage et le contenu un peu plus précis du projet ont été discutés et décidés. Alors notamment suite à cette deuxième réunion, voilà les différents points qui ont été travaillés par le groupe de travail. Le premier, c'était d'identifier les problématiques à travailler. Donc, les discussions ont fait le point sur les difficultés qui restaient à lever pour avoir un couvert végétal sous le rang. Le premier point discuté, ça a été de savoir quel type d'enherbement on souhaitait avoir. Est-ce qu'on voulait de l'enherbement naturel ou semé, sachant que l'enherbement naturel pose quelques difficultés parce que il y a des soucis de concurrence avec la vigne et aussi parce que, comme je l'ai déjà dit, il y a certaines espèces qui vont s'implanter et se maintenir et être très compliquées à gérer derrière, même avec de la tonte. Donc, il a été choisi à ce moment-là de travailler plutôt sur des enherbements semés. Donc, pour les semis sous le rang, se pose la problématique de la technique de semis, parce que pour avoir un semis réussi, il faut pouvoir rouler après implantation, ce qui n'est pas possible sous le rang à cause des ceps qui sont présents. Et donc, dans les problématiques à travailler, il y avait notamment l'aspect technique de semis. Et donc, il y a une technique innovante de semis qui est testée dans le cadre du projet et dont je vais vous parler juste après. Se posait également la question de l'entretien de ce couvert végétal, puisqu'on veut éviter d'avoir à faire des passages répétés dans les parcelles, comme le travail du sol peut le nécessiter par exemple. L'idée là, c'était d'avoir un couvert végétal qui nécessite le minimum d'entretien possible. Donc l'objectif, c'est 1 à 2 tontes par an maximum. Ce qui veut dire que il faut qu'on ait des espèces qu'on contrôle bien. Et donc là, ça nous a permis de définir en fait un cahier des charges pour les semences qu'on va implanter. Et donc les semences idéales ici qu'on souhaitait avoir, c'était des espèces qui vont bien s'implanter, donc avoir une bonne couverture du sol et pouvoir entrer en compétition avec les adventices, mais des espèces qui vont quand même rester plutôt rases et tapissantes pour éviter d'avoir à intervenir trop régulièrement. Et puis, il y avait également la question de concurrence vis-à-vis de la vigne. Donc, on voulait avoir des espèces qui représentent une faible concurrence pour l'eau et l'azote vis-à-vis de la vigne et qui auraient un faible impact en termes de baisse de vigueur sur la vigne. Donc, notre cœur de problématique, c'est tester des nouveaux itinéraires d'enherbement semés sous le rang. Et donc, suite à cette deuxième réunion du groupe de travail, le consortium de partenaires a été construit. Et donc, en termes de structures impliquées, il y a 12 structures viticoles qui sont réparties en Nouvelle-Aquitaine, donc essentiellement en Gironde, mais également dans le Lot-et-Garonne. Il y a bien sûr, donc ces structures viticoles vont servir de terrain d'expérimentation. Il y a bien sûr après tout ce qui est équipementier, semencier et prestataires qui vont intervenir dans la réalisation des semis et de l'entretien des couverts végétaux, puisque sur ces structures viticoles, il n'y a pas forcément le matériel, par exemple pour la tonte intercept sur toutes les structures. Il y a eu également des organismes de recherche-développement qui ont été choisis pour évaluer en fait ces couverts végétaux et notamment vérifier que tout ce qui est concurrence et impact sur la vigne n'est pas un problème. Et enfin, il y a également des animateurs qui ont été désignés puisque du coup, au total, on a un peu plus d'une quinzaine de structures qui sont impliquées dans le projet. Donc bien sûr, ça nécessite pas mal d'animation.
Et donc, au final, le montage administratif a été décidé. Je vais vous le présenter dans une ou deux diapositives. Et il a été choisi de demander un financement à la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, suite à cette deuxième réunion de décembre 2018, il y a eu toute la phase de rédaction du dossier, construction du budget, etc., pour présentation à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, si je reviens un petit peu sur le calendrier de la genèse, on arrive en 2019. Donc, début 2019, c'est cette phase de rédaction du dossier qui a été déposé en mars 2019 auprès de la région Nouvelle-Aquitaine. En parallèle, on a également fait une demande de labellisation auprès d'Innovin qu'on a obtenue en avril 2019. Et puis en juillet, on a eu l'accord de la région et donc on a démarré aussitôt le projet puisque on souhaitait réaliser les premiers semis sur la période août-septembre 2019. Donc il a fallu se mettre en route très rapidement une fois qu'on a eu l'accord de la région. Et en novembre, on a fait notre premier comité de pilotage qui a permis notamment de faire un petit point sur les semis réalisés. Alors maintenant, je vais vous présenter les résultats de tout ça. Donc, quel est le montage qui a été retenu? Alors, d'un point de vue administratif, on a un consortium qui est constitué des 12 structures viticoles qui seront chargées donc de mettre en œuvre les itinéraires sur une de leurs parcelles. Dans ce consortium, il y a également les structures d'expérimentation et d'animation, notamment Vitinov, mais également la Chambre d'agriculture de la Gironde, qui vont avoir pour mission d'évaluer ces itinéraires d'un point de vue agronomique, mais également technico-économique, et puis d'assurer l'animation. Et donc, ce consortium de partenaires est représenté par une structure qui s'appelle l'ADERA, dont Vitinov, dont moi je fais partie également. L'ADERA est mon siège administratif en quelque sorte. Et au sein de l'ADERA, il y a un service projet qui est spécialisé dans la conduite de projets de recherche-développement. Et donc l'ADERA est chargé de représenter les partenaires auprès du financeur, donc la région de Nouvelle-Aquitaine, et d'assurer tout ce qui est suivi administratif et financier du projet. Donc ça veut dire que c'est l'ADERA qui va engager les dépenses liées au projet, c'est l'ADERA qui va recevoir la subvention de la région et qui va ensuite le redistribuer aux différents partenaires bénéficiaires. Il y a également Vitivista qui est impliqué pour l'animation en appui, puisque, comme vous disiez, le travail d'animation est assez lourd sur ce projet. Et puis, il y a après tout un tas de prestataires qui ont été retenus et qui incluent notamment les équipementiers pour la réalisation des semis, les semenciers et des prestataires de travaux viticoles pour l'entretien du couvert. Donc le projet qui a été retenu par la région a une durée de 4 ans. Donc il a démarré, comme je vous disais, en juillet dernier, avec notamment la mise en place des semis sur 2019. Ensuite, on va avoir 3 années complètes d'évaluation des itinéraires et puis 6 mois début 2023 pour toute la phase de compilation des résultats et de dissémination auprès d'un public le plus large possible. Alors, en termes de coûts, on arrive à un total de quasiment 530 000 euros. Donc, ça inclut les missions, tous les suivis expérimentaux qui vont être réalisés par Vitinov et la Chambre d'agriculture. Mais ça inclut également toutes les prestations de services dont on a besoin pour la réalisation des semis et des entretiens. Et ça inclut également tout le temps que les propriétés viticoles vont passer sur le projet, puisque du coup, ils vont être amenés à suivre un peu au jour le jour le bon déroulement, la bonne levée des semis, par exemple, etc. Donc, un coût total de 530 000 euros à peu près, qui est financé à 50% par la région Nouvelle-Aquitaine. Et le reste du financement, en fait, provient des structures viticoles.
Donc, le temps passé par les structures viticoles est déclaré dans le projet. Par contre, ils ne reçoivent pas de financement pour ça. C'est une participation en autofinancement. Et en complément, donc cet autofinancement en temps passé, on va dire, représente à peu près 4 000 € par an par structure viticole. Et en complément, il y a un apport, on va dire, en cash de chaque structure viticole qui représente 1 500 € par an. Alors, quelques informations sur les itinéraires qui vont être testés dans le cadre du projet. Donc, il a été décidé que sur chaque structure viticole, il y aurait un maximum de 2 modalités expérimentales. Alors, une modalité expérimentale, c'est composé de un mélange de semences qu'on a choisi au départ, une technique de semis parmi l'hydromulching ou un semoir mécanique classique, et une technique d'entretien. Donc, sachant que la plupart des structures viticoles vont utiliser la tonte intercept, mais il y en a quelques-unes qui vont tester également l'éco-pâturage ou l'utilisation d'une étampeuse à axe horizontal. Donc, sur chaque structure viticole, les deux modalités qui vont être comparées à l'itinéraire habituel qui est mis en place sur l'exploitation. Donc, ça peut être du désherbage chimique sous le rang ou ça peut être du travail du sol, par exemple. Et ces deux modalités qui sont comparées, on a essayé de faire varier le moins de choses possible sur une même exploitation. Donc, soit sur une exploitation, on va avoir deux mélanges de semences différents qui vont être implantés avec la même technique de semis, soit on va avoir le même mélange de semences qui va être implanté avec les deux techniques de semis possibles. Voilà. Et donc, on a essayé de répartir l'ensemble de ces modalités sur le territoire de nos partenaires, et en essayant également de faire varier, d'avoir à la fois des parcelles avec des cépages rouges, avec des cépages blancs, d'avoir différents types de sols. Alors, voici comment se répartissent les essais. Donc, comme je vous disais, il y a 12 structures viticoles, donc on a 12 sites expérimentaux pour le projet. Sur ces 12 sites expérimentaux, il y en a 7 qui expérimentent l'hydromulching. Donc, l'hydromulching, c'est une technique de semis qui consiste à projeter en fait un mélange de fibres de cellulose dans lequel on ajoute une grande quantité d'eau et les semences. Et donc, c'est projeté au moyen on va dire, d'une lance. Et ici, ça va concerner uniquement la partie sous le rang. C'est une technique de semis qui, pour le moment, n'est pas utilisée ou, on va dire, opérationnelle à grande échelle en viticulture, mais qui est utilisée pour le moment plutôt pour réaliser des semis sur des zones qui sont difficiles d'accès, type piste de ski, ou par les collectivités territoriales. Donc là, on le teste dans le cadre du projet Essor. L'idée étant de trouver un itinéraire qui rende cette technique intéressante pour la filière viticole. Et puis, sur ces 12 sites expérimentaux, on en a également 8 qui ont réalisé des semis avec un semoir mécanique. Et donc, vous avez la répartition. Donc, pour chaque propriété, vous avez un cercle avec la lettre V qui indique les semoirs, les semis mécaniques, parce que dans la plupart des cas, on a utilisé le semoir de la société Vitimeca. Et puis, vous avez également certaines propriétés avec un H, ça veut dire qu'ils ont sur leur parcelle une modalité semée par hydromulching. Voilà, donc on a à peu près autant de surface semée avec les deux techniques de semis. Et de la même manière, on a réparti de manière équitable les différents mélanges de semences. Donc on a à peu près la même surface pour chaque mélange de semences qui a été retenu. Alors juste sur les mélanges de semences, j'en ai pas parlé sur la diapo d'avant. On a retenu 3 semenciers pour le projet. Donc Jouffret de Rio, Barenbrugge et Semences Nature. Semences Nature n'est pas très connu, alors je vais juste dire 2 mots. Leur objectif à Semences Nature, c'est de mettre en multiplication des espèces qui sont trouvées dans les habitats naturels. Et donc,
contrairement aux semenciers classiques, on va dire, c'est pas des variétés qui ont été sélectionnées parce qu'en général les semenciers sélectionnent les variétés plutôt dans un objectif de bonne production de biomasse, etc. Et là on trouvait intéressant d'avoir des variétés qui ne sont pas sélectionnées dans ce but-là pour justement avoir des choses qui vont probablement moins pousser et avoir aussi des mélanges qui vont être mieux adaptés aux conditions de sol et de climat sur nos parcelles expérimentales. Alors les mélanges de semences nature sont très diversifiés. Il nous a proposé 2 mélanges selon le type de sol. Par contre, pour Jouffret-Driot et Barenbrugge, on a des mélanges un peu plus simples entre guillemets avec trois espèces, enfin 3 variétés qui sont essentiellement à base de trèfle, à part pour le mélange de Jouffret-Driot où on a un petit peu de lotier. Et sinon, c'est essentiellement du trèfle souterrain, du trèfle blanc nain, et puis pour Barenbrugge, un peu de trèfle frais. Voilà, donc en termes de déroulement, comme je vous disais, en 2019, on a réalisé les premiers semis. Et puis là, après, pendant 3 ans, il va y avoir bien sûr l'entretien du couvert à réaliser sur les parcelles expérimentales. Un éventuel second semis, soit cette année, soit l'année prochaine, sur les sites où on aurait des échecs de semis constatés. Et puis sur ces 3 années, on va avoir des relevés floristiques réalisés par la Chambre d'agriculture au printemps et en début d'été. Et puis à la période de la récolte, une évaluation du rendement et puis des analyses de delta C13 et d'azote assimilable sur jus pour vérifier la concurrence en termes d'eau et d'azote exercée par le couvert sur la vigne. Et enfin, en hiver, des pesées de bois de taille et des analyses de sarment pour évaluer l'effet du couvert sur la vigueur de la vigne et la mise en réserve. Donc là, un tout premier bilan, mais très rapide, puisque du coup, c'est un peu tôt encore pour vous dire comment se portent les couverts en ce début de printemps. Les relevés floristiques sont en cours actuellement par la Chambre d'agriculture. Les seuls éléments que je peux vous dire, c'est qu'on a observé bien sûr déjà quelques limites avec chacune des 2 techniques de semis testées. Alors avec l'hydromulching, on va dire le plus gros point noir, c'est qu'il y a un besoin en eau qui est très important. Et ça peut être un frein, notamment si la parcelle est éloignée du point d'eau, parce que du coup, ça veut dire qu'on passe plus de temps à devoir recharger la cuve de l'hydromulcher et à faire les déplacements entre la parcelle et le point d'eau qu'à faire le semis en tant que tel. Et du coup, on aboutit à un temps de travail très élevé et il y a également le problème du coût. Pour le moment, la technique reste assez coûteuse. Et pour les semis mécaniques, les principaux freins, c'est que, alors déjà en 2019, on a eu des semis qui ont été réalisés dans des conditions très sèches, ce qui a probablement impacté quand même la réussite des semis. On a eu aussi des problèmes pour pouvoir réaliser les semis sur des sols qui sont habituellement désherbés chimiquement et qui étaient très très compacts, très durs. Et on a eu des soucis avec certains mélanges dans lesquels les tailles de graines étaient très variées. Donc quand on a des grosses graines, c'est difficile de les faire passer par le semoir mécanique. Et enfin, on a certains mélanges qui devaient être semés à des très faibles doses. Et là aussi, on a eu quelques difficultés à respecter ces faibles doses de semis. Donc voilà, ça c'est un premier, on va dire, bilan. Bien sûr, il y aura d'autres évaluations cette année qui vont arriver et qui permettront de Est-ce que c'est moi ou il y a un problème sur la vidéo? Est-ce que les autres participants voient la vidéo d'Emma? Ah, ok, c'est moi qui ai eu un souci alors. Emma, tu peux. Oui. Et donc, de toute façon, j'ai
terminé. Je termine juste avec une diapositive qui présente l'ensemble des structures qui sont impliquées dans le projet. Du coup, je vais prendre les questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui s'étaient affichées dans le chat. Il faut juste que je remonte un petit peu. Alors, faut-il rémunérer alors, je sais pas, c'est toi qui fais la sélection des questions, Manon, c'est ça? Nécessairement. Alors, effectivement, il y avait 3 questions. Alors, je pense qu'il y en a une, tu y as répondu en partie, puisque c'était le périmètre territorial du projet. Donc, c'est par rapport aux essais, je pense, qui ont été menés. Donc, on les a vus sur la carte. Hein, donc, c'est principalement Gironde et Buzet. Et puis après, voilà, il y avait cette question sur est-ce qu'il faut rémunérer l'ADERA, vu que c'est l'ADERA qui porte le consortium du projet. Je pense que c'est ça la question. Et après, il y avait une autre question aussi sur l'évolution de la structure des sols. Est-ce que vous avez prévu de faire une étude sur cette évolution après les différentes techniques de semis? Alors, la première question par rapport à l'ADERA, donc effectivement, il faut rémunérer l'ADERA. En fait, elle prend un petit pourcentage sur le montant qui est versé par la région, parce que du coup, l'ADERA va avoir pas mal de boulot pour faire le suivi, on va dire, financier du projet. C'est eux qui vont être chargés de récupérer auprès de chaque partenaire les relevés de temps et les justificatifs de dépenses. Et donc, il y a une petite part du financement qui va à l'ADERA, effectivement. Pour la deuxième question, sur le sol, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné sur mon petit calendrier, là, sur le déroulement du projet, mais il est prévu de faire des analyses de sol là, en début de projet, et de les renouveler en fin de projet. L'idée était de voir effectivement quelles modifications de sol on pouvait avoir au niveau du cavaillon. Alors il y a l'aspect structure, mais il y a aussi l'aspect tout simplement teneur en matière organique, etc. qu'on veut étudier à l'occasion de ces prélèvements. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près. Ouais, je crois que c'était l'ensemble des questions. On va avancer parce qu'on a pris un petit peu de retard sur le programme. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours contacter Emma. On peut toujours vous mettre en relation avec elle, donc n'hésitez pas à nous dire. Je vais passer la parole à Sandra Martin de Futuramat sur le projet ABOV. ABOV qui a permis le développement de manchons de protection biosourcés. Je vais tout de suite la mettre comme animatrice. Alors. Sandra, normalement, vous êtes animatrice, donc vous pouvez activer votre caméra et votre micro. Voilà. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Bonjour. Voilà. Donc, bon, très bien. Merci de me donner l'occasion de présenter ce projet Above. Je vais me présenter tout d'abord, la structure Futuramat également, et puis ensuite le projet Above. Alors, Futuramat, c'est une société qui fabrique des matières plastiques, thermoplastiques, des matières de base sous forme de granulés, comme vous le voyez sur cette illustration, prête à l'emploi pour les transformateurs de la plasturgie. Et nous, notre spécialité, ce sont les plastiques biodégradables et ou biosourcés. Donc, notre société est créée depuis 2016 maintenant. Et je peux vous donner, si vous le voulez, quelques exemples. Alors, attendez, je suis en train d'essayer de naviguer. Voilà.
Voilà, j'ai pris en main l'affaire. Donc, sur notre domaine d'activité, nous, on est, on va dire, une industrie pilote, si vous voulez. On part de l'idée d'un produit, on va développer la recherche et développement nécessaires pour correspondre au cahier des charges qui nous est fixé par les clients. Ensuite, on accompagne tout le processus d'industrialisation, notamment sur une voie pilote. On va commencer à produire à l'échelle de quelques tonnes la matière première ici sur notre site de Futuramat, et puis ensuite on a des accords avec des industriels qui nous permettent de monter en puissance et de livrer des marchés importants. Et là, on va gérer le transfert de technologie pour que tout ça puisse se réaliser. Sur notre site, on est équipé en extrusion et en amont en séchage de la matière végétale. Juste à titre d'exemple, je souhaitais vous montrer les derniers développements qui ont été faits à partir de nos produits. Par exemple, ici, ce sont des jouets qui ont été commercialisés à partir de Noël dernier, qui utilisent des matières et biosourcées et recyclées, c'est une autre notion. Nous avons également, et ça c'est un marché historique de la structure, travaillé sur des matières complètement biosourcées. Alors biosourcées dans le sens complètement issu du carbone renouvelable, du carbone végétal. Donc là, on a des clients qui commercialisent des plantes aromatiques bio, et on voit qu'ils utilisent des pots issus de nos matériaux pour leur culture. Et puis un autre exemple également qui illustre bien le propos, ce sont des clips à tomates qui sont issus également des matières qu'on a pu mettre au point et qui sont compostables en fin de vie lorsque la culture de tomates est terminée en fin de saison. Les clips sont compostés avec les tiges, et on voit sur l'illustration que j'ai pu mettre derrière pour que ce soit plus concret. Vous voyez ce produit qui a été mis dans des conditions de compostage industriel à 58 degrés, comment il se biodégrade. Ça, c'est plus visuel, mais c'est pour montrer et donner la preuve du processus de biodégradation. Alors, pour en revenir à notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui et ce pourquoi nous sommes là, il s'agit du projet EBOV. Alors, sur la genèse de ce projet, on peut y revenir. C'est une idée qui était déjà que l'on portait depuis plusieurs années. C'est probablement déjà à partir de 2013-2014. Futuramat travaillait avec des associés qui sont issus du monde agricole, dont certains sur la région de Cognac. Ils avaient exprimé l'idée de pouvoir utiliser un manchon biodégradable pour éviter que soit d'aller ramasser ces manchons plastiques sur les vignes, et puis surtout que lorsque le manchon se casse, qu'il y ait des bouts de plastique partout et qui sont difficiles à récupérer, et finalement qui reste une pollution du sol, mais aussi une pollution visuelle, et c'est devenu de plus en plus intolérable. Et donc, en 2016, la volonté s'est vraiment affirmée, et notamment une coopérative s'est mise en avant pour nous faire travailler sur l'objectif suivant, qui est de concevoir une matière plastique biodégradable pour la fabrication de manchons de vigne et de films à usage viticole. Là, ça, j'y reviendrai sur cette dissociation. Le but étant de gérer la fin de vie de ces matières plastiques en compostage ou en biodégradation dans le sol. Ça, c'est notre objectif de notre projet. Alors, à partir de cette idée, et notamment grâce au support de la coopérative qui vraiment était très fortement impliquée, qui est l'Union agricole de Segonzac-Cherac, on a pu commencer à rédiger un projet. Et c'est à partir de 2017 que je suis venue auprès d'Innovin échanger sur notre objectif, la manière dont on souhaitait y arriver, qu'il nous fallait nous adjoindre des compétences complémentaires aux nôtres. Et donc, on a commencé à rédiger ce projet pour qu'au final, fin de l'année 2017, me semble-t-il, je vérifie, oui, c'est ça, on puisse préparer la labellisation au sein d'Innovin. C'est ce qui a été fait, et on a été labellisé en janvier 2018. Et donc, nous avons ensuite préparé un dossier pour un financement régional, la Nouvelle-Aquitaine, et qui a été finalisé en novembre 2018.
Alors, je crois que c'est important de donner un petit peu ces dates puisque c'est je vois que certains n'ont pas de son. J'espère que ça fonctionne. Je vais être vigilante si je vois qu'il y a trop de commentaires. Donc, c'est bon. Alexandre qui a l'air d'avoir des soucis. D'accord. Donc voilà, tu peux continuer. Il y avait juste une petite question, j'en profite pour la saisir au passage. Origine des films, usage sous le rang, c'est la question de Laurent. Effectivement, là, l'objectif, c'est de travailler sur un manchon et lors de la labellisation du dossier Innova, il a été justement fait la remarque que le manchon est utilisé dans certains contextes et selon un certain itinéraire culturel. D'ailleurs, on en a vu une illustration tout à l'heure. Mais c'est intéressant de coupler avec un film et un film qui serait utilisé sous le rang, en effet. Pour limiter le développement des adventices. On va regarder, on a fait un petit cahier des charges là sur chacun des deux produits. Donc, il y a 2 porteurs de projets sur ce sujet, la coopérative agricole qui est à l'initiative de l'idée, et puis Futuramat qui est là sur l'élaboration du produit qui permettra la fabrication de ce produit. Là, je passe un peu vite sur les rôles de chacun puisque la coopérative, c'est évidemment pour définir le cahier des charges, tester en plein champ. Et puis pour ce qui est de Futuramat, c'est d'aller sélectionner les matières biodégradables, les additifs qui vont permettre de répondre au cahier des charges. Et puis ensuite participer à la mise en marché en produisant une étude économique qui puisse être utilisée par les industriels. Donc pour ce faire, nous avons donc monté un consortium. Et finalement, c'est une création de filière où on a évidemment la COP, Futuramat, et puis ensuite le fabricant du manchon, l'industriel qui fabrique, qui commercialise le manchon, GBCC qui est un consultant qui travaille en réseau avec différents laboratoires qui nous ont amené les compétences nécessaires sur toutes les analyses des produits, sur leurs propriétés mécaniques, sur les durées de vie testées en laboratoire en complément de celles qui sont testées sur le terrain. Donc, ça, c'est la partie analytique par GBCC. Codra, qui est également un cabinet d'études qui nous a épaulés sur l'élaboration du consortium. Alors, on a écrit un MOU au départ, c'était très intéressant cette démarche-là, puisque ça nous a permis de coucher sur le papier l'état d'avancement de chacun des partenaires du consortium sur ces sujets, pour ensuite partir donner date sur le travail en commun. Donc ça, c'était intéressant. Et de là, on a découlé un accord de consortium. Et puis, Codra a participé également à l'élaboration avec GBCC des protocoles d'essai qui nous ont permis d'observer l'évolution des différents produits films et manchons sur le terrain, essai plein champ. Et puis le cabinet Envirostratégie qui nous a permis de travailler alors en amont déjà sur l'élaboration d'un cahier des charges fonctionnelles, ensuite sur la définition et des critères qui nous permettront de réaliser une évaluation environnementale, et puis parallèlement réaliser également une veille réglementaire. Vous savez que sur les plastiques actuellement, on s'ennuie pas, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Donc il fallait qu'on soit complètement en adéquation avec les réglementations qui sont en vigueur aujourd'hui ou qui paraissent l'être pour les mois qui viennent. Donc voilà pour le consortium. Alors je reprends. Je vois pas trop voilà où j'en suis en fait. Je vais reprendre le consortium. J'ai fait. Voilà, il faut que je descende un petit instant. On règle tout. Alors, je vais trop loin. Voilà. Et ensuite de ça, on a découpé, si vous voulez, en work package, l'ensemble des tâches qui allaient être menées par les uns les autres, avec des tâches transversales, notamment sur le management et la coordination du projet, bien sûr, et puis tout ce qui est évaluation environnementale et veille réglementaire. En tout cas, on a essayé de bien découper toutes les étapes qui vont nous amener jusqu'à la validation complète avant la commercialisation du produit.
Donc, les premières étapes ont consisté à bien détailler le cahier des charges fonctionnelles. Ça semble tout simple, mais finalement, on y a quand même passé un peu de temps, notamment Didier Antin du cabinet Enviro Stratégie. C'est une tâche qui lui incombait. Puisque là, notre objectif là-dessus, c'était on vient en substitution d'un produit existant, mais avec une fonction nouvelle, il faut pouvoir valider l'ensemble des fonctions qu'on va allouer à ce nouveau produit finalement. Donc là, il s'agissait de pouvoir disposer d'un accessoire permettant de protéger pendant 30 à 36 mois les jeunes plants de vigne, des protections d'herbicides, de l'agression des rongeurs, d'herbivores, sans avoir recours au ramassage du produit en fin de vie. En fait, la requête, elle était là, c'est qu'il n'y ait pas de main-d'œuvre qui soit dépensée pour le ramassage du produit. Finalement, vous voyez qu'il y a quand même, au-delà de ça, des critères qu'on a dû détailler pour soit valider les fonctions du manchon classique, soit ajouter cette fonction, notamment de bioassimilation dans le sol, qui est attendue pour ce manchon. Alors c'était assez intéressant également de pouvoir lister toutes les fonctions au-delà du caractère protection des herbicides et rongeurs. Il y a la conservation de la chaleur sous le pied, on peut le comparer avec et sans manchon. Enfin, ça, c'est des études que vous connaissez bien dans le secteur viticole, mais que nous, on avait besoin de regarder tout ça pour pouvoir bien s'approprier ce cahier des charges. Et puis surtout, on s'est attaché à bien regarder la scénario de fin de vie. C'est pas si simple. La scénario de fin de vie des manchons, puisque là, on nous demande quelque chose d'assez contradictoire, puisque d'un certain côté, on veut un produit qui reste efficace pendant plus de 30 mois, et de l'autre côté, un produit qui se biodégrade rapidement lorsqu'il est plus utile. Donc tout ça, c'est assez compliqué, hein. C'est bien pour ça qu'on avait à y travailler et associer des laboratoires avec nous. Donc, on a regardé les différents scénarios, si on en récupère, comment ils peuvent être compostés, si ils peuvent être broyés pendant le processus de broyage des sarments, pour que on sait bien que la biodégradation ou le temps de biodégradation, il est corrélé avec la grosseur ou l'épaisseur du morceau de plastique. Donc, tout ça, c'est intéressant à regarder. Et puis, on a même regardé un scénario de recyclage, bon, qui est déjà compliqué sur un plastique classique, qui sur notre produit ne semble pas tout à fait ad hoc. Donc voilà sur le manchon, et puis il a été fait de même, avec la même logique, sur le film, puisqu'on la remarque donc du jury d'Innova avait été de dire c'est intéressant de travailler sur un manchon, mais finalement, est-ce que le manchon c'est l'avenir de la vigne? C'est pas certain. Est-ce que parallèlement, si vous trouvez un matériau biodégradable, ce serait intéressant que vous puissiez également le valider sur un film. Donc, on a de la même façon détaillé le cahier des charges film avec cet objectif également de biodégradation, en plus évidemment de diminuer la pousse des adventices, et puis sur les autres critères que vous voyez là. Alors la photo qui est là, hein, c'est vraiment les films biodégradables qui ont été implantés expressément pour la vigne, et qui ont été formulés et validés à une échelle industrielle pour des essais plein champ. C'est ce qu'on a réussi à faire depuis le début du film. Alors, beaucoup de critères. Là, je suis passée assez vite sur, et je vous ai pas détaillé les protocoles d'observation avec les critères qui ont été établis avec les prélèvements, les fréquences des prélèvements en plein champ, les mesures que l'on fait en labo sur les caractéristiques mécaniques du produit. Mais à titre d'exemple, en termes de résultats, vous voyez, il est observé sur les essais plein champ, par exemple là sur les critères de vieillissement en milieu naturel, dans quelles conditions ça a été fait, les températures qui ont été constatées, la pluviométrie, et de tout ça, on en observe l'état entre guillemets du manchon qui a été prélevé et qui est envoyé au labo. Parallèlement, on a pu, sur les mêmes films, faire des essais sur de films, par exemple, vous voyez, qui ont vieilli les deux très différemment. Entre le 76 et le 77, on voit qu'il y en a un qui n'a pas résisté. Alors les trous que vous voyez, c'est les prélèvements qui sont faits
pour vérifier au labo les mesures de traitement mécanique, mais déjà visuellement, on voit qu'il y a un film qui n'a pas tenu sur la longueur. Et là, le défi, c'est d'avoir quelque chose qui soit protecteur sous toute la durée de pousse des premiers 30 mois du cep de vigne. Donc voilà, donc aujourd'hui, on avait fait un premier point après 10 mois. Hein. Ce qu'on a constaté, c'est que les 2 formulations qui ont été retenues et qui ont été en test, jusque en test en plein champ, nous ont fourni des résultats prometteurs. On est confiant à ce stade-là de l'avancement du projet, qu'on a trouvé une bonne formulation qui notamment, ce qui fait vieillir le plus le produit, c'est l'effet des UV. Hein. Donc là, on a pu sélectionner des additifs qui sont pas impactants sur la biodégradation, mais qui sont quand même suffisamment protecteurs. Donc ça, on est assez content de ce premier résultat. Et puis, on est resté sur des épaisseurs du manchon qui sont compatibles, on va dire, avec l'utilisation. On sait bien que si on fait quelque chose de très épais, ça, évidemment, ça sera suffisamment solide, mais là, il fallait quelque chose qui reste facile à poser. Enfin, il y avait tous ces critères-là également. Donc là, on était sur une épaisseur de 100 microns, ce qui semblait assez compatible avec les critères à l'utilisation. Alors, là, excusez-moi, hein, donc voilà, les points d'étape. Nous avons aujourd'hui des critères sur lesquels on souhaite encore poursuivre et améliorer le produit, notamment sur les films. On a donc, il n'a pas été simple de trouver comment installer les films, parce que le film en viticulture, c'est pas si utilisé que ça aujourd'hui. Donc, en termes d'observation, on est un tout petit peu plus en retard sur le film que sur le manchon, mais là, ça y est, il est implanté et on va pouvoir démarrer les observations. Donc là, il faut accélérer ce point de vue-là. Ensuite, on va devoir travailler aussi sur la rigidité du produit, hein, parce que sur le film de paillage, il faut que ce soit relativement souple, pas cassant, pour pouvoir le travailler facilement et le poser surtout facilement. Et puis surtout, on s'est aperçu qu'entre les 2 formulations qui restent en lice, une était tout à fait facilement processable chez l'industriel qui le fabrique, et une autre moins. Et ça, il faut qu'on regarde encore à ces critères-là et essayer d'améliorer pour que ce soit processable dans des conditions également économiques qui nous permettent d'obtenir un manchon tout à fait acceptable ensuite pour le viticulteur. Les prochaines étapes, c'est essayer d'optimiser les taux des additifs pour diminuer la teneur. C'est mesurer la relation entre le taux des anti-UV qui sont incorporés et puis, vous l'évoquez tout à l'heure, la dynamique de biodégradation, hein, pour qu'on reste dans les normes requises. Nous souhaitons également utiliser des additifs naturels et voir leur rôle comme rôle de protection, notamment par rapport à l'hydrolyse. Hein, c'est ce qui fait que les produits vieillissent. Donc ça reste également à tester. Ensuite, il nous faut aussi travailler beaucoup sur la compatibilité ou la conformité par rapport au compostage. Compostage, vous savez, aujourd'hui, vous avez le compostage industriel, le compostage domestique, la biodégradation dans le sol. Donc, il faut que notre produit se situe bien par rapport à toutes ces normes. Et donc, là, il nous reste encore un gros travail à réaliser. Et puis ensuite, il faut qu'on évalue, évidemment, la résistance des matériaux face à leur propriété de biodégradation. Et de là ressortiront les sélections des matières que nous retiendrons au final. Donc, pour nous, aujourd'hui, il nous reste encore quelques mois pour travailler sur ces sujets, enfin, même toute cette année. Ce qu'on peut dire déjà formellement aujourd'hui, c'est que on a des formulations bioplastiques qui sont adaptées à la fabrication et de manchons et de films, correspondent à notre cahier des charges, que la propriété de biodégradation va permettre de gérer la fin de vie des manchons en cohérence avec ce qui a été établi dans le cahier des charges, hein, c'est-à-dire que on va pouvoir prouver la bioassimilation dans le sol, et ça c'était une demande importante donc des acteurs du monde viticole
qui souhaitaient avoir des réponses et des preuves par rapport à ce critère-là. Que ce programme finalement et que ces bons résultats nous emmènent déjà sur des suites et des fonctions supplémentaires qu'on pourrait apporter aux produits, notamment en ajoutant des répulsifs ou des additifs qui permettraient, lors du processus de biodégradation, d'apporter d'autres fonctions dans le sol, notamment au niveau de la vie du sol. C'est plus complexe, mais il y a des pistes qui sont évoquées et à l'étude actuellement. Et puis, en fonction des additifs que l'on commence à bien maîtriser maintenant, c'est essayer de voir comment on pourrait vraiment régler ce temps de vie du produit et d'efficacité par rapport à la propriété de biodégradation, ce qui pourrait nous permettre ensuite d'élargir le domaine applicatif et notamment d'aller vers la protection arboricole et trouver de nouvelles applications en plus de celles calées pour la viticulture. Donc voilà où nous en sommes actuellement sur ce sujet. Je vous remercie de votre écoute et je vais regarder si maintenant j'ai des questions sur ce sujet. Alors, il y a Thomas. Merci beaucoup, Sandra, pour la présentation. Alors, déjà, Thomas pose une première question sur les objectifs de commercialisation du projet. Oui, alors les objectifs, il y a des objectifs de temps et des objectifs quantitatifs. On sait que pour ce produit, il faudra y aller par étapes, puisqu'il faut que les gens de terrain adoptent cette matière, mais dès la saison, dès 2021, nous aurons un produit qui sera commercialisé en quantité. Alors moi, je parle plus en nombre en tonnes qu'en nombre de manchons. Je ne saurais pas faire la conversion. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais j'ai quelqu'un qui participe, à Didier Lantin, avec moi. Là, je sais qu'il est dans le webinaire. Peut-être il pourrait nous indiquer par le chat les quantités qu'on avait estimées, mais c'est plusieurs centaines de tonnes de matériaux qui pourraient être transformés d'ici à 3 ans et dédiés à cette application dans la viticulture. Quels sont les coûts approximatifs par rapport à des manchons classiques? Ça, c'est au niveau de ceux qui vont commercialiser qui pourront vous le dire. L'ordre de grandeur, c'est que le produit biodégradable va coûter de l'ordre du double du produit non biodégradable. Aujourd'hui, voilà où nous en sommes. C'est sûr qu'ensuite, avec l'effet de volume, ces critères pourront peut-être s'améliorer, mais c'est à peu près ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ok, bon, merci beaucoup, Sandra. Pour avoir répondu à l'attente des participants. Pas de souci, mais pareillement, si vous avez des questions supplémentaires à poser à Sandra, vous pouvez le faire après le webinaire. Je vais passer maintenant la parole à Alexandre, donc en espérant que tout soit ok pour lui. Alors, Alexandre, je t'ai mis comme animateur, donc normalement, tu pourrais être en mesure d'activer ta caméra. Voilà, ça y est, j'ai activé la caméra normalement et le son. Voilà, super, on t'entend très bien. Bon, par contre, j'ai encore le diaporama précédent à l'écran. Donc, en attendant que tu changes, j'en profite pour remercier Anne-Charlotte pour son précieux conseil de changement de navigateur. Ok, hop. Voilà. Donc, je me présente, je vais commencer par me présenter. Alexandre Davy, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin. Et je suis spécialisé dans la protection du vignoble, les techniques d'application des produits phyto. Donc, il est 14h59, je vais essayer de tenir les 10 minutes qui me sont attribuées. Donc, ce projet, donc je vais vous parler du projet Pulvéfix. Il a pu voir le jour finalement grâce à Innovin, qui, il y a à peu près 3 ans de cela, avait provoqué une réunion en mettant autour de la table
professionnels, interprofessionnels, viticulteurs, constructeurs, et ceux à l'échelle multifilière, pour discuter autour d'un projet de pulvérisation fixe et voir qui a été potentiellement intéressé pour travailler dessus. Donc l'IFV était intéressé pour travailler dessus. On a déposé un projet au niveau de la région avec une labellisation Innovin. Alors le porteur du projet, donc c'est l'Institut, avec comme partenaire les vignerons de Tutiac, partenaire financier du projet, et un partenaire autre. On avait identifié Netafim qui avait manifesté un intérêt pour participer au projet. Netafim, c'est le leader mondial de la micro-irrigation. Donc c'est un petit projet, hein, puisque c'est un projet sur 3 ans avec un budget total, un coût total de projet de 130 000 euros. Donc c'est pas un projet non plus énorme. Donc le contexte, vous le connaissez, c'est celui de la réduction des produits phyto, mais surtout aussi de possibilités de trouver de nouvelles solutions pour traiter à proximité des habitations. Voilà, donc le contexte est devenu prégnant au fil des ans avec ces LNT riverains maintenant. Pouvoir traiter également quand il y a du vent, ou alors traiter aux meilleurs horaires, ou traiter, avoir des délais de réentrée, j'y reviendrai tout à l'heure, sur des parcelles qui ont reçu de forts abats d'eau. Voilà, donc la problématique, voilà, c'est trouver une autre technique pour appliquer les produits phyto en se passant d'un pulvé classique, hein, qui présente un certain nombre d'inconvénients. Mais avec comme contrainte d'avoir une technique efficiente. Il s'agit quand même de protéger correctement les raisins, qui soient environnementalement et économiquement acceptables aussi. Et vous allez voir que c'est quand même un sacré challenge de réunir ces trois objectifs. Donc dans les objectifs du projet, c'était dans un premier temps de concevoir différents prototypes d'évaluation, prototypes d'application des produits phyto à la vigne, de les évaluer avec différents angles, principalement techniques et biologiques, et ensuite, à la fin de projet, identifier les solutions qui étaient les plus performantes, qui nous apparaissaient comme étant les plus performantes. Donc, pourquoi on s'est intéressé à ces techniques? Bon, ce sont pas des techniques qui sont nouvelles, hein, puisque les premiers travaux sur la possibilité d'appliquer des produits phyto à partir de systèmes fixes au vignoble, ils datent des années 70 sur d'autres cultures, et sur notre continent, aux États-Unis, sur maïs, pommes de terre. Après, il y a beaucoup de travaux qui ont été conduits sur des vergers aux États-Unis. Donc ces travaux ont commencé il y a une quarantaine d'années, mais assez bizarrement, donc ils n'ont jamais abouti finalement, ils n'ont jamais trouvé de développement concret. Alors, ce qui avait également motivé la création de cette réunion par Innovin il y a quelques années, c'est que le CTIFL, donc le Centre interprofessionnel des fruits et légumes en Dordogne, avait repris à son compte la possibilité d'appliquer ces produits sur un système fixé sur frondaison. Et finalement, ils avaient des résultats qui, contre toute attente, étaient plutôt bons, voire très bons par rapport à ce qu'on aurait pu espérer. Donc l'idée, c'était de regarder ce qui s'était fait sur vigne. Il y avait quelques essais qui avaient eu lieu en Italie, au Portugal, et d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire, nous, de notre côté, pour adapter le système développé en arbo sur nos modes de conduite bordelais. Donc les avantages attendus d'un système de pulvérisation fixe au vignoble, ils sont hyper nombreux. D'une part en termes de réduction des intrants phyto, parce que souvent on traite parce qu'on ne sait pas trop s'il va pleuvoir, donc comme il faut parfois 1, 2, voire 3 jours pour traiter la propriété. Donc là, on traite à l'avance, tout en ne sachant pas s'il va forcément pleuvoir. Si on a un système qui est réactif, on peut attendre le dernier moment pour traiter et donc économiser pas mal de traitements. Voilà, donc pour vous donner un ordre de grandeur, sur la parcelle du CTIFL, pour traiter 1 hectare, une fois que le système est en place, il pulvérise pendant 30 secondes. Voilà.
Donc après, les autres avantages, c'est de pouvoir réaliser le traitement aux heures les plus favorables, par exemple la nuit ou le matin, traiter la nuit aussi par rapport aux problèmes de pollinisateurs, pouvoir réentrer très rapidement sur des parcelles qui sont détrempées, hein, après un fort orage parfois, sur certaines parcelles. Il faut attendre plusieurs jours avant de pouvoir entrer. Donc là, si on a un système qui est fixe au vignoble, on peut rentrer rapidement. Il y a le problème de dérive, voilà, qui devient de plus en plus prégnant, comme je le disais. Dérive, donc, avec des systèmes qui produisent de grosses gouttes, on a plus ce problème-là. Ça permettrait de traiter les vignes à proximité d'habitation. Voilà, donc il y a tout un tas d'avantages qui potentiels qui sont listés. Il y a le tassement du sol également. Donc, si ça marche, ça pourrait être des systèmes très intéressants. Il y avait également la possibilité de fractionner les apports, c'est-à-dire plutôt que d'apporter des grosses doses de produits, finalement apporter des petites doses. Donc là, pour le bio ou le produit de biocontrôle, potentiellement, ça pouvait être intéressant. Donc, dans le déroulé du projet, 5 phases, une étude technique préliminaire sur les systèmes existants, une mise en place des dispositifs sur 2 plateformes d'essai, une située à Blanquefort sur les Plevpas, c'est-à-dire le lycée agricole, et une autre à la cave de Tuchac. On réalise des essais avec une évaluation physique, donc on a utilisé traceurs, on va doser les quantités de produits qui se développent sur différents endroits, qui se déposent sur les différents endroits de la végétation, et on fait des mesures classiques, biologiques, est-ce qu'on a du mildiou, de l'oïdium qui se développe, voilà. Phase 4, on modifie les dispositifs, et phase 5, on diffuse, quelque chose de tout à fait classique. Alors, pour faire un petit état des lieux, donc, on a commencé à regarder ce qui s'était fait ailleurs. Donc, alors, je vais changer de diapo. Celle-ci, il y avait une animation qui passe pas. Donc, on allait voir ce qui se faisait au CTIFL, donc sur arboriculture. Le problème, c'est que c'est pas du tout les mêmes modes de conduite. Eux, ils ont chaque rang de vigne occupe à peu près 3-4 mètres de large. Et nous, ça va pas du tout, parce que finalement, si on regarde une parcelle de vigne vue de dessus, la place occupée par l'interrang est plus importante que la place occupée par le rang. Donc, on n'a pas pu faire de transposition directe avec ce qui a été fait. Puis, on allait voir ce qui a été développé en Italie. Et finalement, je vous montre ici une photo de ce qui est développé en Italie. Donc là, en fait, c'est pas pour faire l'irrigation, c'est bien pour faire de l'application de produits phyto. Et vous doutez bien que c'est pas, on peut pas appliquer les produits phyto comme ça en France, dans le contexte actuel. Donc, on a laissé tomber finalement ce qui avait été développé par ailleurs. Donc, on a testé en lien avec Netafim, notamment tout un tas de diffuseurs qui étaient proposés. Alors certains faisaient des gouttes trop grosses, d'autres trop petites, donc ça générait trop de dérives. Voilà. Donc il y a eu tout un travail qui a été réalisé. Finalement, on a identifié un diffuseur qui nous semblait intéressant. Et on a conçu ce système-là, en fait, ce qu'on a retenu, avec donc un tuyau, vous allez voir, qui passe au-dessus de la frondaison, et avec un système ici de régulateur de débit, de clapet anti-retour et de buse. Donc en fait, on fait un petit jet vers le haut qui va retomber, en fait, une sorte de pluie de produits phyto qui retombe sur la vigne. Voilà pour imager le système. Donc on équipe au-dessus de chaque rang, tous les 50 cm, un diffuseur. Donc, ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est que c'est encore très prototype. Hein. Donc, pour mettre la bouillie sous pression, on utilise une pompe manuelle, hein, et puis on récupère les reliquats en bout, donc avec un bidon. Alors, les résultats qui ont été obtenus en termes de répartition de produits sur la vigne, bon, vous n'êtes peut-être pas habitué à lire ce type de graphique. Donc, ce qu'on peut retenir, finalement, c'est qu'il y a une très mauvaise répartition du produit, puisqu'on pulvérise le produit au-dessus de la végétation, et il y a une sorte de pluie qui tombe. Et finalement, par rapport à des applications classiques, on est très hétérogène, avec des valeurs très fortes en haut et des valeurs très faibles en bas du feuillage. Ceci étant dit, en termes d'essais biologiques, donc là, il y avait qu'une année d'essai, hein, donc sur un site avec une année 2019 à pression parasitaire faible, donc on ne peut pas non plus conclure. Mais il y a quand même, par rapport au témoin non traité, une efficacité qui est là, qui est présente. Donc on peut peut-être se dire que, malgré tout, même si les produits ne sont pas très bien appliqués, peut-être qu'en jouant sur les cadences de traitement, en jouant sur le choix des produits, on peut peut-être arriver à apporter une efficacité suffisante avec ce type de pulvérisation. Donc pour conclure, l'efficacité physique de la pulvée qui est obtenue, en tout cas avec le système qu'on a développé, est très en dessous de ce qu'on peut atteindre avec un pulvé classique, hein, mais ça il fallait s'attendre, hein, il n'y a pas de ventilation. L'efficacité biologique, on voit qu'il y a une efficacité, mais c'est un petit peu trop tôt pour vraiment en connaître le niveau de performance. Donc, on va reconduire des essais cette année.
Voilà. Après, il faut pas oublier que l'objectif du projet, hein, c'était plutôt de faire la preuve de concept. Hein, c'était pas d'arriver avec un système opérationnel en 3 ans au bout, hein, c'était pas possible. Et dans les perspectives, on va essayer d'améliorer notre proto là, et on continue les essais biologiques cette année. Voilà, 10 minutes, j'ai tenu mon timing. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Alors, on va voir si quelques personnes ont des questions à te poser. Alors, est-ce qu'il y a des mesures aussi au sol, Emma demande? Oui, Emma, tout à fait. Ouais. Alors, je l'ai pas précisé, mais on avait équipé l'intérêt de bâches, de collecteurs au sol, qui occupait l'espace entre les deux rangs de vignes, et on a fait des mesures. Et alors, donc, avec le système de pulvérisation fixe tel qu'on l'a développé, on voit que les dépôts au sol sont beaucoup plus importants qu'avec un pulvérisateur classique. Donc là, je le présentais pas, mais on a fait des tests comparatifs, parce que finalement, on génère des grosses gouttes pour pas dériver. Donc, par contre, l'avantage, c'est qu'en termes de dérive de pulvérisation au-delà de la parcelle traitée, bon, on peut se tenir à 2 mètres du rang. C'est une douchette le truc. On va pas recevoir des embruns. C'est vraiment cantonné sur la vigne. Donc on augmente les dépôts au sol. Par contre, on supprime quasiment, on va dire, on n'a pas mesuré dérive, mais bon, c'est le principe d'une douchette. Donc a priori, il n'y a pas de dérive au-delà du rang traité. Alors, il y a d'autres questions. Là, il y a pas mal de questions. Donc, Thomas demande, alors, il y a une question sur la durée du programme et Thomas demande aussi ce qu'il en est sur l'utilisation à grande échelle sur le pommier. Alors, première question, c'était sur le durée du programme. La durée du projet. Ouais, donc la durée 3 ans. Hein. Première année, ça a permis de faire le screening des dispositifs intéressants. Deuxième année, mise en place des dispos, donc ça c'était 2019, et réalisation des premiers tests, répartition traceurs et essais biologiques. Dernière année du projet, on reconduit ça sur a priori 2 plateformes avec des essais biologiques. Alors, par rapport aux questions de nettoyage et maintenance des systèmes entre bus, donc pour le moment, on fait passer de l'eau en fait après avoir pulvérisé. Donc on chasse les reliquats de bouillie avec de l'eau. Donc vous imaginez bien, ça génère des volumes formidables d'effluents à retraiter ou à utiliser par ailleurs. Bon, là, nous, pour le moment, on s'est pas occupé de cette optimisation-là. Ce que je sais, c'est qu'au CTIFL, ils s'en sont occupés et ils ont résolu le problème en mettant un double tuyau et en poussant l'air. C'est-à-dire qu'en fait, ils remplissent un système de réservoirs positionnés, on va dire, à peu près toutes les piquetées. Chaque réservoir réalimente plusieurs diffuseurs. Et ça, ils remplissent ces réservoirs avec des tuyaux de très faible diamètre. Et ensuite, ils mettent sous pression avec de l'air pour pas avoir de reliquats à gérer ensuite. Donc, on s'est dit, nous, dans un premier temps, on va voir si ça marche. Et si ça marche, on essaiera d'optimiser pour limiter les reliquats. Et du coup, est-ce que c'est possible d'utiliser des produits comme le cuivre et le soufre vis-à-vis des problèmes de bouchage qui sont constatés? Oui, enfin, nous, on les avait utilisés parce qu'on avait 2 modalité conventionnelle, modalité bio. Donc oui, potentiellement, c'est utilisable d'utiliser le cuivre, le soufre. Après, on sait que forcément, notamment le soufre, vu les doses qui sont utilisées, le risque de bouchage est plus important. Mais là, on a fait aussi un screening en première année, parce qu'au début, on avait retenu des diffuseurs qui nous étaient proposés par Netafim, qui bouchaient, enfin, à la base, c'est fait pour rafraîchir la température des serres. Et limite, ça bouche avec du calcaire, quoi. Donc, autant dire que quand on utilise des produits phyto, on a toutes les chances de boucher très très rapidement. Donc, on a éliminé tous les diffuseurs qui étaient très sensibles au bouchage. Et on a utilisé ce diffuseur-là qui est quand même beaucoup moins sensible au bouchage. Alors, question, qu'est-ce qui bloque pour générer des fines gouttes avec basse pression? Alors, le problème des fines gouttes, c'est pas tant de les générer. Le problème, c'est qu'en fait, ça génère très rapidement une dérive très importante. Le moindre souffle de vent va générer, en fait, va emporter ces gouttelettes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par fines gouttes? Fines gouttes, c'est des gouttes qui vont faire 30, 50 microns.
Et là, si on imagine une parcelle traitée en même temps avec des fines gouttes, donc au-dessus de la parcelle, il y a un nuage, ça va être Tchernobyl, quoi. Il y a un nuage ou alors il faudrait le faire vraiment de nuit, quand il y a zéro vent, voilà, des choses comme ça. Mais bon, il n'y a pas toujours zéro vent la nuit, hein. Voilà. Donc le problème, c'était nous, on avait identifié. Au début, j'étais parti sur les fines gouttes, parce que je me disais, comme il n'y a pas de ventilation, il faut pouvoir essayer d'en mettre un petit peu partout. Mais même avec une petite soufflette de vent, ça génère une dérive pas possible. Donc on est reparti sur des grosses gouttes. Et dans le contexte actuel de création de zélantés riverains, je pense que pour le coup, c'est quand même plutôt le bon choix. Ok, alors faut qu'on avance. Il y avait la question de Thomas aussi sur les essais à grande échelle sur les pommiers. Oui. Vous avez des résultats concluants? Oui, tout à fait. Alors, je sais que sur les pommiers, ils avaient pour objectif d'équiper là 3 sites, mais pas à grande échelle. C'est plutôt à l'échelle de 1,5 ou 1 hectare. En fait, ils ont des résultats qui sont bons, hein, principalement sur la tavelure. Bon, après, faut savoir que la tavelure, le champignon qui va pénétrer sur les faces supérieures et inférieures des feuilles de pommier, alors que nous, le mildiou, il pénètre par les stomates qui sont situés sur les faces inférieures. Donc, ça peut expliquer aussi qu'ils aient de bons résultats avec la tavelure et que peut-être nous, on aura des résultats un peu moins bons avec le mildiou. Donc, eux, et ces grandes échelles, non, ils sont à des parcelles quand même inférieures à 1 hectare. Ok, très bien. Bon, je vais passer la parole à Mathieu Baquin parce que faut qu'on avance. On a déjà pris beaucoup de retard par rapport au timing. Mais en tout cas, voilà, les participants peuvent toujours aussi te poser leurs questions par notre intermédiaire. Donc, merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. Et donc, je vais passer la parole à Mathieu. Alors, Mathieu. Alors, Mathieu, normalement, tu peux activer ta caméra. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais désactiver mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez également? C'est bon? Oui? Ok, très bien. Mais écoutez, on va pouvoir démarrer. Donc, je me présente, je suis Mathieu Baquin, le président et cofondateur de Self & Innov. Nous ne sommes pas le 121e cabinet conseil en financement de l'innovation. On est nous-mêmes en fait éditeurs de logiciels et on a développé la première plateforme qui permet à des startups et à des TPE-PME de mener par eux-mêmes un maximum de démarches en ligne pour déclarer et sécuriser leurs aides fiscales à l'innovation. Et on a également des consultants experts en interne dont le rôle est principalement en fait de répondre aux questions de nos clients et de faire une revue de l'ensemble des pièces pour les déclarations. On est les premiers en fait à avoir démocratisé ce métier, puisque évidemment, enfin là vous comprenez le principe, c'est que nos clients font une partie du travail avec nos outils logiciels. On est là pour sécuriser la démarche à la fin, et le résultat, c'est qu'en partageant le travail, on est 3 à 4 fois moins cher qu'un cabinet conseil traditionnel. Un mot supplémentaire sur qui nous sommes. Donc j'ai cofondé l'entreprise en 2016. On vient de souffler notre 4e bougie, et donc 4 ans après la création, on compte aujourd'hui un peu plus de 200 clients France entière. On a maintenant des implantations à Bordeaux, Paris et Toulouse, et 100% de nos clients sont des startups TPE et PME. Donc voilà, et on a beaucoup de travail aujourd'hui dans le cadre de la crise du Covid-19, puisque notre métier, c'est d'amener, on va en reparler rapidement, mais c'est d'amener de la trésorerie aux entreprises avec le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation. Et évidemment, il y a beaucoup d'entreprises fragiles qui ont besoin d'oxygène en ce moment.
Et donc, on est sur le pont avec toute l'équipe. On est 12 au total aujourd'hui dans l'équipe. Et tous les jours, on est là au chevet des TPE, PME à leur amener le plus vite possible de la trésorerie. Quelques mots sur les dispositifs là dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation. Alors on est en plein moment de digestion et vous pourriez faire cette tête-là si je vous voyais. Vous pourriez faire cette tête-là parce que tous les dirigeants d'entreprise qui participent à notre webinaire savent que il y a des centaines, même des milliers d'aides publiques en France, et il y en a beaucoup qui sont dérisoires. On parle parfois de 1 500 € ou de 1 000 € sur une aide à l'embauche, une aide à l'apprentissage. Et il y a beaucoup d'aides en fait qui valent pas toujours la peine de mener les démarches, passer du temps à mener une démarche administrative, remplir des dossiers pour 1 000 €, 1 500 €, c'est pas toujours très intéressant. Ce que je voulais vous dire là ici en préambule sur le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation, c'est que ce ne sont pas des petites aides, ce sont des aides conséquentes. Pour vous dire, nous, sur les 200 petites entreprises qu'on accompagne chaque année, la moyenne qu'on constate, c'est 50 000 € pour ceux qui vont chercher du crédit d'impôt recherche, c'est 50 000 € par an, avec un impact direct sur la trésorerie. Ce que je rappelle, c'est un crédit d'impôt pour les entreprises qui doivent payer l'IS, mais pour les entreprises qui font un exercice, qui bouclent un exercice qui est tout juste à l'équilibre ou déficitaire, on peut demander, et c'est ce qu'on fait, on fait une demande de remboursement. Et donc là, on touche un virement du Trésor public, je vous assure, c'est possible. C'est plutôt sympathique. Et les montants qu'on constate pour des petites entreprises, donc c'est 50 000 € par an sur du crédit d'impôt recherche et 30 000 € par an toujours sur du crédit d'impôt innovation. Donc voilà, donc c'est des aides tout de même assez conséquentes. Et donc le crédit d'impôt innovation est plafonné à 80 000 et le CIR on peut monter, enfin ça dépend de la taille de l'entreprise et des effectifs en R&D, mais on a des clients qui font 300 ou 400 000 € de crédit d'impôt dans l'année. Pour vous donner un point de repère pour un ou une ingénieure, puisque là j'ai placé une petite robe, une personne donc, qui a 35 000 € bruts, qui ferait l'essentiel de son temps en R&D ou en innovation, ça représenterait donc cette personne seule, ça représenterait donc 20 000 € de CIR ou bien 13 000 € de crédit d'impôt innovation, suivant la typologie de projet sur lequel la personne interviendrait. Voilà, un petit mot sur le CIR et le C2I. Le CIR est bien connu, il existe dans le paysage fiscal français depuis 1983. On dit souvent que la France manque de stabilité en termes de politique d'aide et politique fiscale. Là, en l'occurrence, on a un dispositif qui est quand même très stable dans le temps, qui a très peu bougé, notamment depuis 2008. Il avait été renforcé pour la crise des subprimes. Et je peux vous dire que dans le cadre de la crise du Covid-19, on y reviendra tout à l'heure, mais il n'est surtout pas question aujourd'hui par l'État de venir y toucher. Le crédit d'impôt recherche est bien connu. C'est un dispositif qui est quand même assez élitiste, puisque il faut engager des démarches de R&D qui fassent progresser l'état de l'art connu à l'échelle internationale. C'est-à-dire que si ce qu'on fait finalement a déjà été décrit dans une publication scientifique au Brésil ou dans un brevet au Japon, la démarche de R&D associée ne sera pas éligible au crédit d'impôt recherche. Donc là, on comprend bien que ce ne sont pas toutes les entreprises et pas tous les projets qui peuvent permettre de toucher du crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt innovation, lui, est un dispositif qui est beaucoup plus accessible. La barre est placée moins haut, puisqu'ici, finalement, on se fiche de savoir si ce qu'on fait sur le plan technique est ardu ou non. Ici, ce qui compte, c'est le caractère de nouveauté du produit. Alors, un produit matériel, comme un produit à base de plastique biosourcé, par exemple, mais ça peut être également un logiciel, que ça soit un logiciel sur le web, une web app ou une application pour smartphone. Donc voilà, un produit au sens large et caractère de nouveauté par rapport à un marché existant. Alors je vous donne un exemple comme ça, qui dirait j'ai développé un CRM innovant. On pourrait se dire des CRM, il en existe une palanquée sur le marché. Oui, mais
Si ce CRM est un CRM qui est particulièrement adapté, dont la combinaison des fonctionnalités le rend tout à fait adapté à un marché de niche, comme par exemple le transport de fonds, qui n'avait aucun CRM, les CRM qui existaient étaient des CRM généralistes, mais celui-ci a une combinaison de fonctionnalités, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de techno extraordinaire, mais ce qui a été codé, développé, offre une combinaison de fonctionnalités sur un marché particulier qui est nouveau. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau CRM sur ce marché-là. On a en face de nous une innovation produit, l'éco-conception de produits existants. Je suis le premier à réaliser effectivement des attaches de vigne en bioplastique. Il n'y avait pas, dans une gamme de bioplastiques donnée, on n'avait pas effectivement un produit, donc le produit en lui-même, sa géométrie, ses caractéristiques mécaniques sont pas nouvelles, mais c'est biosourcé, ça rend ce travail éligible au crédit d'impôt innovation. Donc c'est vraiment de l'innovation au sens large, et ce qui compte ici, c'est pas l'état de l'art mondial, c'est le marché, et le marché de niche considéré. Pour vous donner quelques infos là un peu plus loin sur le CIR C2I, aujourd'hui en France, donc le CIR qui est bien installé dans le paysage, bien connu, c'est 15 000 entreprises bénéficiaires sur toute la France. Et nous, on estime qu'il y a pas plus il y a peut-être 15 000 entreprises qui passent à côté. Donc autant d'entreprises qui en bénéficient que d'entreprises qui passent à côté, soit par méconnaissance ou bien par peur du contrôle. Le crédit d'impôt innovation est beaucoup plus récent, il est apparu il y a 6 ans dans le paysage, et très curieusement, ce dispositif qui est réservé aux TPE-PME, personne n'en parle, ou très très peu d'acteurs en parlent, et le résultat c'est qu'on n'a que 5 000 entreprises bénéficiaires, alors que je vous expliquais que c'est un dispositif qui est beaucoup plus accessible, il y a beaucoup plus de projets qui sont éligibles au C2I, et pour vous dire, il y a beaucoup d'études qui sont réalisées sur les populations d'entreprises qui réalisent de l'innovation, et quand on les croise, nous, on estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près 95 000 TPE, PME qui passent à côté du crédit d'impôt innovation. À côté là, des 30 000 euros en moyenne par an, dont je parlais tout à l'heure, on y a, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, 95 000 petites boîtes qui passent à côté, alors j'espère que ça va changer, puisque avec la crise du Covid-19, je pense qu'il serait temps là on a peut-être un peu moins de chiffre d'affaires à faire, un peu moins de clients disponibles. Donc, je pense que c'est vraiment le moment pour aller regarder ces sujets et récupérer des enveloppes qui nous tendent les bras. Un petit mot effectivement sur comment fonctionne effectivement notre accompagnement pour nos clients. Le premier point important, c'est qu'on a développé sur notre plateforme en fait le premier diagnostic d'éligibilité complet et gratuit qui vous permet, donc là si vous êtes fatigué de m'écouter, que vous êtes distrait de nature, vous pouvez très bien aller sur notre plateforme et tout de suite aller tester votre éligibilité en quelques minutes en pensant à vos activités de 2019 ou à vos activités en cours. On peut revenir 3 ans en arrière pour ceux qui n'auraient jamais déclaré du crédit d'impôt et qui se réveillent maintenant. On peut remonter jusqu'à 2017. On peut aller récupérer du crédit d'impôt sur une déclaration rectificative. On peut récupérer 2017, 2018 et 2019. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est gratuit. Et ensuite, donc, on a une offre d'accompagnement à partir de 1 900 € hors taxe, avec cette formule donc, qu'on a baptisée Self and Secure, où donc c'est nos clients qui font l'essentiel de la démarche en ligne, et nous qui sécurisons tout ça, qui faisons une revue complète Alors je vois une question, les taux de calcul du crédit sont les mêmes entre le CIR et le C2I? Donc la réponse est non. Vous aviez vu tout à l'heure que j'avais pris un ou une ingénieure à 35 000 € brut, et on voyait effectivement que le C2I était un peu moins généreux. Le C2I, le taux de calcul est de 20%, le CIR, le taux de calcul est de 30%. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est le projet. Soit le projet est éligible au CIR, ou le projet est éligible au C2I. Et ce que je peux dire effectivement aussi sur le C2I, si on rentre un peu plus dans les détails, le taux donc n'est que de 20%, donc inférieur au CIR, mais on peut valoriser des personnels non techniques. Le CIR, on peut valoriser uniquement des docteurs, des ingénieurs et des techniciens supérieurs. Sur le C2I, je peux très bien avoir mon responsable marketing ou bien, je sais pas moi, un ouvrier dans l'atelier qui a participé à l'assemblage d'un prototype. On peut valoriser toutes les personnes qui ont participé à un projet technique. Donc, on a une assiette de dépenses qui est souvent plus importante sur le C2I, et on a des dispositifs qui finalement sont à peu près aussi généreux. Mais il reste l'avantage effectivement du C2I qui est quand même beaucoup plus
beaucoup plus accessible à un plus grand nombre d'entreprises et un plus grand nombre de projets. Juste un petit mot également sur notre offre, 1 900 € hors taxe pour info, donc c'est un prix forfaitaire pour une année de déclaration. Il faut savoir que les cabinets conseils traditionnels fonctionnent plutôt au success fee, mais avec un plancher d'honoraires à 5 000 € par an. Donc là, on voit bien effectivement l'effet de notre propre innovation. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le développement de notre plateforme nous a valu à nous-mêmes de toucher du crédit d'impôt innovation. Un petit mot pour finir de l'État. Vous avez dû entendre pas mal de mesures qui ont été prises par l'État très rapidement, là, pour le coup, en matière économique. Et il y a eu des mesures qui ont été prises, notamment sur le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation. Tout d'abord, il y a une mesure qui a été prise pour permettre l'accélération des déclarations de crédit d'impôt. Normalement, en temps normal, le crédit d'impôt se déclare au même moment où on dépose l'alias fiscal. Maintenant, là, c'est possible, c'est la mesure qui a été prise, de déclarer avant de déclarer, donc de remplir son CERFA de déclaration et faire une demande de remboursement avant même le dépôt de l'alias fiscal. Donc, je prends une entreprise qui vient de clôturer au 31 mars. Elle peut monter, donc nous, pour information, monter un dossier de déclaration, c'est 72 heures d'intervention chez nous, chez Self&Innov. Donc, elle a clôturé le 31 mars. On peut déclarer son crédit d'impôt innovation au 3 avril. Et alors même que l'alias fiscal, enfin voilà, votre clôture, peut-être que vous allez la faire au mieux avec votre expert comptable, qui sont très très pris en ce moment, les experts comptables. Peut-être que vous arriverez à déposer votre alias fiscal, admettons, en fin juin, mais on aura déclaré le CIR ou le C2I dès le 3 ou le 4 avril. Et la deuxième mesure qui a été prise, c'est d'accélérer les remboursements. Donc encore une fois, pour toutes les entreprises qui sont tout juste à l'équilibre, ou bien qui viennent de clôturer un exercice déficitaire, ou qui ont d'ailleurs des CIR, C2I qui n'avaient pas été déclarés précédemment. Donc on fait une demande de remboursement. Habituellement, ces dernières années, le ton était plutôt à la réduction de la dette publique en France, donc il y avait des délais de remboursement qui rallongeaient. On était facilement entre 4 et 6 mois. Là, a priori, on s'attend à des remboursements accélérés de l'ordre de 4 à 6 semaines. Voilà, donc l'État accompagne aussi fortement le mouvement. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce format assez court sur le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation. Je vous laisse mes coordonnées dans la slide qui suit. Donc, vous n'hésitez surtout pas, si vous souhaitez qu'on poursuive l'échange, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler sur mon téléphone portable. Toute l'équipe là de Self&Innov est sur le pont là dans cette période un petit peu difficile pour tout le monde, pour la trésorerie des entreprises. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter. Et puis, si vous avez, j'ai essayé de répondre là au fil de l'eau à quelques questions qui apparaissaient là dans le chat. Alors, je vois une question là sur vous pouvez m'en poser d'autres. Je vais essayer de répondre à celles qui sont là. Pour le C2I ou le CIR, est-ce qu'il y a une obligation de résultat? Alors, sur le CIR, absolument pas, puisque la R&D consiste à développer des connaissances nouvelles. Et il n'y a aucun objectif. D'ailleurs, c'est souvent contre-intuitif pour un dirigeant d'entreprise qu'on peut même avoir un projet de R&D qui a été un échec, sur lequel on n'a pas débouché, on n'a pas pu développer, enfin pas pu mettre sur le marché un produit, mais pour autant, je sais pas, on a 2 personnes qui ont passé la moitié de l'année, on va pouvoir récupérer du crédit d'impôt recherche. Pour le crédit d'impôt innovation, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas non plus d'obligation à commercialiser. Il faut avoir développé un produit, enfin pareil, il faut avoir conseillé des ressources. En interne principalement, mais ça peut être aussi des prestataires de services agréés ou un laboratoire de recherche. Mais donc, ce qui compte, c'est en fait l'effort financier qui a été engagé par l'entreprise. Les associations sont-elles éligibles au C2I? C'est à regarder au cas par cas. Là, il y a quelques subtilités fiscales. C'est vraiment à regarder au cas par cas. Si une association a une activité de type industriel et commercial, ça devrait sentir bon, mais je peux pas. Enfin, c'est vraiment du cas par cas. Il faut absolument, donc Antoine Bocheux,
si vous souhaitez effectivement répondre à cette question dans votre cas particulier, il faut qu'on prenne quelques minutes pour en parler ensemble. Je pense avoir répondu aux 3 questions qui m'ont été posées. Thomas qui demande s'il y a un domaine viticole, développe du produit. Est-ce que c'est un livre? J'ai vraiment pas bien entendu, Manon. C'est comme si vous étiez très très loin. Je mets sur le chat. Alors, bon, j'ai pas entendu, mais si un domaine viticole, je vois une autre question de Thomas, si un domaine viticole développe une nouvelle gamme de produits, est-ce éligible au crédit d'impôt innovation? Je vois rien qui s'y oppose. Thomas, tu avais un exemple particulier en tête, j'imagine? Donc voilà, ouais, voilà. Donc je pense avoir répondu aux différentes questions. Je vois Thomas qui est en train d'écrire. Alors, une nouvelle gamme de vins, par exemple. Il faut quand même qu'il y ait un caractère. Alors, l'innovation au sens du ministère de l'Industrie sur le crédit d'impôt innovation, elle a été précisée. Elle peut être fonctionnelle. Donc la nouvelle fonctionnalité pour un vin, c'est pas évident. Elle peut être sur le plan des performances, là non plus. On va pas être dans ce cadre-là pour du vin. Non, je pense qu'effectivement, un vin nouveau n'est pas éligible au crédit d'impôt innovation. Ok, bon, on va passer la parole à Thomas pour terminer sur les différents dispositifs de financement. Okay. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Et puis, voilà, pareil que pour les autres, les gens pourront te contacter directement s'ils ont des questions. Ok, très bien. Bon courage à tous dans la période actuelle. Oui, merci. Toi aussi. Donc, Thomas, normalement, tu devrais pouvoir... Je pense que ça doit être bon. Est-ce que tout le monde m'entend et me voit? Moi, c'est bon. A priori, donc c'est bon. Je lance la présentation. Donc peut-être en attendant que la présentation arrive, je vais me représenter parce que donc je me suis présenté à l'introduction, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont arrivées après. Donc moi je suis Thomas Rospard et je suis chargé de projet au cluster Innovin. Donc je vais essayer donc pour clôturer ce webinaire, donc je vais essayer en 5 minutes de dresser un panorama des principaux, on va dire des grandes familles, des dispositifs de financement ou d'accompagnement de l'innovation pour les entreprises, et surtout parce que je pense que ça, on pense au niveau d'Innovin que c'est important, les points qui nous semblent fondamentaux ou à tenir compte lors d'un montage de projet pour assurer sa réussite. Donc je me suis dit, je vais commencer par la conclusion parce qu'on ne sait jamais si le réseau coupe ou si vous pouvez plus m'avoir ensuite bon, vous aurez vous aurez les éléments à retenir et qui nous semblent importants. Donc comme l'a dit Mathieu et comme on le verra par la suite, en fait c'est pas les dispositifs de financement qui manquent, il y en a énormément. Donc j'ai pas fait le compte, mais je dirais plus d'une centaine. Mathieu a parlé de 1000, je sais pas si c'est le bon chiffre, mais en tout cas voilà, il y en a énormément et pour ceux qui sont béotiens en la matière, ça peut paraître la jungle des dispositifs. Je pense que c'est vraiment le cas. Pour nous, ce qui nous semble important, c'est que la clé de réussite, c'est qu'un projet bien construit a de très fortes chances d'être financé. En gros, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que si le projet est cohérent par rapport à la structure de l'entreprise, par rapport à la vie d'entreprise, il a toutes ses chances d'être financé. Donc je vais quand même commencer par vous présenter, on va dire, les grandes familles des dispositifs de financement.
Voilà, donc là, vous avez un tableau qui synthétise les principaux dispositifs. Ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau des dispositifs d'accompagnement, il y a déjà plusieurs formes. Il y a les formes de dispositifs qui vont fournir de la subvention et d'autres qui vont être de l'avance remboursable ou des prêts à taux bonifié. Ensuite, le deuxième point, c'est que pour chaque type de projet, notamment pour chaque notamment le montant du projet, il va avoir des dispositifs spécifiques. C'est-à-dire que si vous avez entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais un projet, un petit projet de l'ordre de quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros, il va avoir des dispositifs spécifiques, comme par exemple la PTI, prestation tremplin innovation. Alors que si votre projet est plus important, entre 100 000 et 1 million d'euros par exemple, il va avoir d'autres dispositifs. Et également, si le projet est plus ambitieux, supérieur à 1 million d'euros, là aussi, il y a d'autres dispositifs qui peuvent être sollicités. Voilà. Donc, chaque projet va faire appel à un dispositif différent, selon sa maturité et selon le montant de ce dispositif, selon le montant du projet. Ensuite, quels sont les financeurs? Donc là aussi, il y en a plusieurs. Donc il y a à la fois les financeurs, on va dire généralistes, type région Nouvelle-Aquitaine, BPI, l'Europe, c'est-à-dire ils peuvent financer des projets qui concernent à la fois la filière vitivinicole, mais d'autres filières. Et il y a des financeurs qui sont spécifiques aux filières agricoles, voire aux filières viticoles. Donc, c'est par exemple France Agrimaire, Ecophyto, l'interprofession des vins de Bordeaux, le CIVB. Il faut savoir que chacun de ces financeurs va avoir ses propres règles de financement et de sélection. Donc, par exemple, ce qui est important pour la région Nouvelle-Aquitaine, ça va être les retombées du projet sur le territoire, c'est-à-dire la création d'emplois, le chiffre d'affaires généré. Alors que pour d'autres appels à projets, par exemple Ecophyto, ça va être l'impact sur la réduction du nombre d'intrants ou du nombre d'applications phytosanitaires sur les vignes, par exemple. Pour le CIVB, par exemple, ça va être les retombées pour la filière vitivinicole. Voilà. Ensuite, l'autre point important, c'est que selon les financeurs, ils vont avoir leurs règles, pareil, de mise en place. Donc, c'est soit il faut répondre à un appel à projet, ou bien c'est soit au fil de l'eau. Voilà, donc, de façon synthétique, je peux pas, dans le temps qui m'impartit, je peux pas aller plus dans les détails, mais sachez que si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on échange sur tel ou tel dispositif. Donc la deuxième partie qui moi me semble très importante et qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la clé de réussite d'un projet, c'est le montage et la structuration du projet. Donc quelques conseils, si on peut synthétiser ou fournir des conseils, alors c'est pas c'est pas hiérarchisé par importance. Ce que je vais dire, mais globalement, il faut suivre cette trame-là. C'est on est tenté de vous dire déjà dans un premier temps, c'est dans la mesure du possible d'être bien accompagné, c'est-à-dire concrètement, ça peut être entrer en contact avec des structures comme les nôtres, donc cluster ou pôle de compétitivité de la filière en question. Pourquoi? Parce qu'il nous semble qu'on a une bonne connaissance du marché, de la filière. On peut vous mettre en relation avec les bons partenaires, avec des bêta-testeurs. On peut vous orienter vers, comme je vous dis, vers les partenaires adéquats, que ce soit partenaires académiques ou partenaires industriels. Ensuite, être bien accompagné, ça peut être aussi faire appel à un cabinet conseil, notamment dans la rédaction, dans la structuration du projet ou dans l'optimisation du montage. Alors nous, il nous semble que qu'un cabinet conseil devient indispensable pour des projets assez conséquents, c'est-à-dire supérieurs à 1 million d'euros.
en deçà, c'est pas une obligation. Après, ça va dépendre un petit peu de la structuration de l'entreprise, mais c'est vrai que un cabinet conseil, ça a un coût, mais peut apporter des éléments intéressants. Voilà. Et enfin, donc un petit zoom pour les startups, c'est important d'être accompagné par une technopole. Ou par des structures d'accompagnement pour notamment tout ce qui est notion de business plan, de coaching. Voilà. Ensuite, ça c'est important, c'est monter un projet cohérent avec la santé financière de sa société. Alors j'ai un petit chat dans la gorge, donc j'ai un peu mal à la gorge, rien de grave. Donc la capacité donc des fonds propres vont conditionner la taille du projet, c'est-à-dire que 1 euro de subvention va conditionner 1 euro de fonds propres, donc c'est-à-dire il faut 1 euro de fonds propres pour avoir 1 euro de subvention. Donc c'est du bon sens, il faut que l'entreprise soit en bonne santé financière. Il ne faut pas se lancer dans un projet si on compte sur la subvention pour boucler le budget du projet. Donc ça, on a pu le voir, où certaines sociétés comptaient sur la subvention pour finaliser le budget de leur projet. Excusez-moi, j'ai pas de verre d'eau à côté de moi. Donc ce qui est important, c'est que les châteaux peuvent porter, ça il faut pas l'oublier, peuvent porter des projets d'innovation et plusieurs guichets leur sont accessibles. Donc, on a parlé du crédit impôt recherche, c'est 2i. Il y a la PTI, il y a également des subventions auprès de la région Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, le dernier point, donc on l'a vu avec le projet Essor, c'est qu'un château peut monter un projet avec plusieurs structures et ça permet en fait de monter des projets beaucoup plus ambitieux et d'avoir des projets, on va dire, plus structurés avec soit faire appel à des industriels et donc gagner en crédibilité pour attirer ces industriels, faire appel à des structures académiques, bien sûr s'il y a besoin, mais pour valider le protocole, valider l'expérimentation, pour avoir un regard extérieur. Donc ça, aujourd'hui, ce type de projet, la région Nouvelle-Aquitaine le permet. Le taux de financement, donc on l'a vu, c'est autour de 50%. Et en fait, pourquoi la région Nouvelle-Aquitaine a lancé ce type de projet, notamment à destination des structures viticoles, parce qu'elle estime que une structure viticole, via ses projets, peut être acteur de l'innovation, peut créer l'innovation et peut peut être actif dans l'innovation et ne plus attendre que ce soit un industriel, un distributeur ou une structure qui habituellement lui propose un produit ou service. Donc l'idée, c'est un peu d'accélérer l'innovation. Voilà, donc vous avez mes coordonnées si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me solliciter. Voilà, donc j'ai fini. Donc je vois il y a quelques questions. Bon, merci. Merci beaucoup, Thomas. Voilà, il y avait deux questions en fait. Alors déjà sur la question des projets d'efficacité énergétique. Donc j'imagine que c'est pour équiper des chais ou des propriétés d'équipements de production plus efficaces au niveau énergétique. Est-ce qu'ils sont éligibles dans les dispositifs de financement que tu as cités? Alors je sais pas si je vois projet d'efficacité énergétique. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière la notion efficacité énergétique. Le monsieur on va dire le projet, pour moi aujourd'hui c'est pas assez clair pour savoir, du moins je vois pas qu'est-ce qu'il y a derrière la notion d'efficacité énergétique, mais je dirais que potentiellement oui. Alors je sais pas si Serge il est en train d'écrire et en fait il travaille chez Cameo, donc je suppose que c'est
Oui, voilà, c'est pour des équipements plus. Mais en fait, c'est un développement voilà, par exemple pour améliorer l'efficacité énergétique d'un groupe frigorique. Oui, là donc développement fait par une société, oui. Par contre, si c'est pour acheter un équipement, donc un château qui souhaite acheter un équipement moins énergivore, il y a des dispositifs de financement. Ça va pas être les mêmes dispositifs que là, ceux qu'on parle autour de l'innovation. Ça va être plutôt après des dispositifs type aide à l'investissement dans les chais portés par France Agrimer, par exemple. Voilà. Donc tout dépend où on se situe en termes de développement. Si c'est le développement par un industriel d'un groupe frigorifique moins énergivore, donc là je dirais que oui, il y a potentiellement éligibilité sur, on va dire, les dispositifs dont je viens de parler. Si c'est l'achat de matériel, là, c'est pas le rôle d'Innova, mais il existe voilà, d'autres dispositifs, et notamment le dispositif France Agrimer. Donc, il y avait aussi la question d'Anne-Charlotte Rex qui demandait quels étaient les châteaux qui aujourd'hui finançaient l'innovation, à part ceux du projet ESSOR qui ont été cités, et sur quelle thématique en particulier? Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres châteaux qui financent des projets d'innovation? Oui, donc il y a d'autres, on a d'autres projets dans ce sens-là. Et le sujet essentiellement, ça va être aujourd'hui ce que l'on a, mais après on peut l'envisager, on pourrait l'envisager sur l'ensemble des autres applications potentielles, mais aujourd'hui, les projets que l'on a et que l'on suit, ça concerne essentiellement la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse. Voilà. Mais après, je pense que il y en a sûrement pas assez. En tout cas, il pourrait avoir beaucoup plus de ce type de projet, mais je pense que c'est lié au fait que, c'est nouveau, que c'est pas forcément intuitif de prime abord. Un château qui a une idée, il va pas forcément penser à dire je vais monter un projet à plusieurs et je vais un projet dans un consortium et je vais le faire financer par la région Aquitaine. Voilà, parce que je pense qu'il y a pas trop c'est un dispositif qui est nouveau, il a 1 ou 2 ans et qui a pas aujourd'hui beaucoup de communication dans ce sens-là, notamment communication auprès des châteaux. Ok, voilà. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres questions. Oui, merci à tous d'avoir participé. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. On a pris 1 heure par rapport à notre programme, mais bon, c'est que il y a eu beaucoup de précisions par rapport au projet. Alors, Anne-Charlotte rebondissait sur ton intervention. Elle disait qu'elle était étonnée que les demandes concernaient que les phytos, rien sur le gel ou la commercialisation. En fait, donc aujourd'hui, c'est vrai que, alors on est sollicité sur les aléas climatiques. Mais en fait, je pense que le problème des aléas climatiques, c'est que c'est cyclique et les structures viticoles réagissent un peu à chaud. Suite à 2017, suite au gel de 2017, par exemple, il y avait une très grosse réflexion qui avait été engagée pour lancer des projets autour de ça. Depuis 2017, il n'y a pas eu de gros gel, donc il n'y a pas, la pression, ou en tout cas les attentes sont un petit peu retombées, et c'est des projets qui sont mis de côté. Idem que, par exemple, quand il y a des épisodes de grêle, on voit généralement quelques semaines ou même quelques jours après, on est sollicité pour travailler sur ce type de sujet. Mais comme c'est, moi je le fais, je relie au fait du fait que c'est plus des problèmes urgent, il y a d'autres priorités qui passent, et en fait tout ce qui va être aléa climatique,
au bout de 6 mois, on n'y pense plus ou on y pense moins et il y a d'autres priorités. Par contre, la réduction des produits phytosanitaires, c'est peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines ou tous les mois, il y a un article qui paraît dans la presse et là, c'est des piqûres de rappel en permanence. Donc, je pense que il y a ça a une incidence sur la capacité à monter un projet. Voilà, donc, j'espère avoir répondu à la question, Anne-Charlotte. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on est bon. Donc, merci à tous et puis à très bientôt. On essaiera de continuer ces webinaires sur différentes thématiques tant qu'on est en confinement. Donc, n'hésitez pas à rester à l'écoute des infos qu'on peut faire passer sur les réseaux sociaux notamment et sur les différentes newsletters et invitations. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter aussi si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, comme c'est une première, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques si vous avez des observations ou des points qui vous sembleraient importants qu'on pourrait améliorer. Bon, je vous dis à bientôt et donc à la semaine prochaine, hein, c'est ça, il y a un autre webinaire mercredi prochain. Oui, alors c'est pas encore confirmé. D'accord. Concernant les PDF des interventions, sous réserve de l'accord de ceux qui ont présenté. J'ai enregistré l'événement aussi, donc si jamais vous êtes intéressés à le revoir, je leur demanderai leur accord, mais a priori, s'ils sont OK, il n'y a pas de souci. Bon. OK, merci. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Ouais.